depuis qu'elle existe, la Marche mondiale des femmes France s'est trouvée abolitionniste qu'avec des associations, des organisations et des individus abolitionnistes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est avec la Marche mondiale des femmes et le mouvement d'Uni. Notre lutte, c'est un peu c'est avec les personnes prostituées contre le système prostitueur. Donc on fait aussi pas mal de sensibilisation et de prévention dans le milieu scolaire. Et pour ce qu'on fait avec les personnes prostituées, c'est en fait beaucoup d'accompagnement pour tout ce qui est en fait accès aux soins, à l'hébergement et puis aussi à la régularisation, parce que la majorité des personnes qu'on accompagne, c'est des personnes étrangères et en situation irrégulière. Et en fait, depuis donc 2016, on fait aussi les parcours de sortie de prostitution, et ça c'est un gros morceau, mais c'est très important parce que en fait c'est la première fois que les personnes prostituées peuvent, ont en fait un moyen de vraiment s'extraire de ce système qui, une fois qu'on est dedans, c'est presque impossible d'en sortir. Donc c'est très important pour nous de pouvoir parler de ce qu'on fait. Donc merci de nous avoir invités. Alors moi je vais enchaîner sur une définition de la prostitution qui est inspirée à la fois de la loi française et de paroles de survivantes de la prostitution, et en particulier de Rachel Moran, une survivante irlandaise. Donc la prostitution, c'est solliciter ou obtenir un acte sexuel en achetant le consentement d'une personne qui, dans une situation où elle n'aurait pas besoin d'argent, où elle ne serait pas sous emprise, ne donnerait pas son consentement à cet acte sexuel. Mais c'est aussi un marché mondial d'exploitation de l'accès tarifé au corps des femmes pour le profit d'hommes et de grandes sociétés. Et enfin, c'est un système avec des bénéficiaires, on y reviendra, et des victimes. En effet, l'immense majorité des personnes prostituées à travers le monde sont issues des groupes les plus opprimés et font partie des groupes les plus vulnérables. Oui, bonjour Liliane. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter à l'intérieur de ta structure, le Mouvement d'Uni, nous expliquer ce que c'est que cette association? Je suis responsable des rencontres sur le terrain, donc je vais rencontrer les personnes prostituées dans la rue. Mais avant ça, j'ai fait pas mal de choses pour le mouvement d'Uni, donc notamment tout ce qui est accompagnement social et les démarches de santé, parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Ensuite, j'ai aussi fait de la prévention, parce qu'on fait de la prévention en milieu scolaire auprès des jeunes pour les sensibiliser en fait aux questions de prostitution, d'égalité femmes-hommes, et puis à la culture du viol et à l'égalité, etc. Quelles sont les raisons qui amènent les femmes à rentrer dans ce système prostitutionnel? On ne peut pas généraliser en fait, c'est que des cas particuliers. Même si évidemment il y a quand même des différences à l'intérieur de la prostitution, parce que par exemple il y a tout ce qui est traite des femmes, donc le proxénétisme. Donc ça, effectivement, on peut faire des groupes. Il y a les personnes qui se disent à leur compte, mais en fait, au final, dans ce que moi j'ai entendu en 4 ans, pour moi, la prostitution heureuse, ça n'existe pas. Enfin, après, c'est juste mon avis, hein. C'est juste ce que j'ai pu conclure des récits que j'ai entendus, des témoignages qu'on m'a confiés. Je vais dire la majorité des personnes en fait que j'accompagne, c'est un peu particulier parce qu'à Toulouse il y a beaucoup de prostitution nigériane, donc en fait la majorité des personnes que j'accompagne ce sont des Nigérianes et qui sont issues de la traite. Donc elles, c'est toujours en fait dans mon pays c'est la misère, et puis je vois qu'en Europe, c'est possible de trouver du travail, de gagner plus d'argent. Donc pour aider ma famille, pour nourrir ou scolariser mes enfants, je vais partir en Europe et trouver un petit boulot et envoyer de l'argent au pays. Et en fait, c'est pas un petit boulot qu'elles trouvent en arrivant ici, quoi. Après, on a quand même eu quelques personnes rencontrées, que j'ai pu côtoyer, qui étaient plus dans... Par contre, c'était des jeunes femmes françaises, cette fois, qui en fait elles sont
on va dire, tombées dans la prostitution, ou presque tombées dans la prostitution, parce qu'en fait, elles étaient dans un environnement familial délétère, quoi. Donc, des jeunes femmes ou des jeunes filles qui étaient placées à l'enfance parce que violence familiale, abus sexuels dans la toute jeune enfance, et en fait, qui vont aller vers des comportements autodestructeurs. Et la prévention chez les enfants, c'est très important, parce que, en fait, si personne ne leur explique que leur corps, que leur personne a une valeur, en fait, avec tout ce qu'on entend dans les médias, tout ce qu'on voit dans la pornographie, etc., ils peuvent pas savoir qu'ils doivent se respecter, que la sexualité, c'est quelque chose, ça doit être quelque chose de partagé, ça doit être un désir mutuel, il doit y avoir du plaisir des deux côtés. C'est pas juste tu peux prendre mon corps, faire ce que tu veux, et puis après tu me donnes quelque chose en échange. On peut pas avoir une sexualité épanouie si on fait ça, quoi. Mais bon. Avec la loi à laquelle nous avons participé pour qu'elle soit votée, est-ce que ça a changé quelque chose, cette loi ? Souvent, on remet en question la loi, soi-disant, elle n'a rien changé, ou alors elle a empiré les choses. Alors moi, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe en France, mais je peux parler en tout cas au niveau local. Pour moi, ça a beaucoup changé les choses. Déjà, la première chose, c'est que c'est la première fois qu'on a une loi abolitionniste, du coup, qui est du côté des personnes prostituées, parce que faut quand même rappeler qu'avant la loi, les personnes prostituées étaient verbalisées, en fait. Pour racolage. Pour racolage, ouais. Donc, si ça, c'est pas un changement, je sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Et c'est drôle parce que du coup, on parle toujours de la pénalisation des clients, etc., mais on parle jamais du fait que les personnes prostituées, maintenant, elles sont reconnues comme les victimes. C'est quand même énorme, quoi. Moi, je suis abasourdie à chaque fois que les gens oublient de ce détail. Avant, quand les personnes n'étaient pas reconnues comme victimes, on pouvait rien faire, on avait un peu les mains liées. Parce que c'était très difficile, en fait, de faire des enquêtes pour proxénétisme, parce que, en fait, ils pouvaient toujours dire « Ah ben non, elle est là, elle est consentante, non, on l'a jamais forcée, on pouvait rien faire. » Alors que maintenant que les personnes prostituées sont d'office, d'entrée reconnues comme des victimes, c'est beaucoup plus facile d'agir. Et une fois qu'elles sont dans le parcours de sortie, elles deviennent à nouveau actives, en fait, elles deviennent à nouveau actrices de leur vie. Et ça, c'est super important et je le constate vraiment. Plus de la moitié des femmes prostituées ont connu des sévices sexuels avant l'âge de 11 ans. Donc j'en fais partie, j'avais 4 ans. C'était mon père, quoi. Du coup, j'ai connu une dépression précoce et j'ai une mémoire traumatique qui me pourrit la vie tous les jours, et j'ai aussi des insomnies très régulières. Et j'étais dans le déni de l'inceste et du coup je ne savais pas pourquoi j'étais mal, pourquoi j'étais en dépression. J'ai choisi un prénom pour être prostituée, c'était Elma, et j'avais besoin d'avoir un autre nom pour me créer un autre personnage, parce que pour être prostituée, il faut rentrer dans un rôle, en fait, et ce rôle c'est un rôle que je connais pas, en fait, parce que j'ai aucunement envie de coucher avec ces mecs, et du coup il faut que je me mette en scène, en fait. Et j'ai pris un prénom parce que je voulais garder l'anonymat aussi, parce que la violence vis-à-vis des clients est très réelle, et je voulais garder l'anonymat pour pas être poursuivie. On connaît les clients, ils essayent de vous garder dans la prostitution même si tu veux partir, et c'est ce qui m'est arrivé. Une chose que j'ai remarqué, c'est que j'avais pas mal sur le moment quand j'étais dans la prostitution. J'étais déconnectée de mes émotions, j'avais une certaine anesthésie, parfois émotionnelle, parfois physique. Les conséquences, je les ressentais après la prostitution. Donc je rentrais et je pleurais tout le temps, tous les jours, tous les soirs. Et je sortais aussi 3 fois par semaine pour aller boire, parce que j'avais besoin d'oublier. Et donc dans la prostitution, j'ai appris très vite ce qu'il fallait faire pour survivre, que j'avais pas le droit de me plaindre. Et du coup, ça a aggravé mes insomnies. J'étais déjà insomniaque, mais ça les a aggravées. J'avais peur d'être vulnérable.
en étant inconsciente dans mon sommeil. Donc, moi, quand j'arrive à dormir, je fais des cauchemars sur le viol, sur la poursuite, jusqu'à qu'on me viole et jusqu'à ce qu'on me tue en fait. De l'inceste à la prostitution, j'ai appris à ne pas me plaindre. Encore mieux, sourire quand j'ai mal. Dire non est superflu et inutile. Il faut anticiper et s'adapter aux humeurs et aux attentes de notre agresseur. Cette réaction d'emprise et de dissociation se fait à la chaîne. Vous n'êtes plus un être humain, vous êtes un défouloir et un esclave. Parce qu'il faut absolument faire tout ce que le maître demande de toi. Ah, je voulais rajouter un truc sur la maladie. Un des mecs m'a dit que j'avais peut-être la chlamydia et qu'il fallait que je me fasse tester. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir peur de tomber malade. Et comme le sida, ce genre de choses. Bon, j'avais pas la chlamydia, j'avais autre chose. Mais voilà, c'est ce qui m'a poussée à en sortir. Et en fait, il n'y a pas assez de... de toute façon, c'est extrêmement dur de... l'utérus, c'est un organe, il ne peut pas se prendre autant de pénétration quotidienne tous les jours comme ça. C'est juste intenable et c'est juste cruel. C'est tout. Merci. Quel est le lien que vous avez fait, les unes et les autres, entre ce qu'est la gestion pour autrui, la GPA, et ce qu'est le système prostitutionnel? Parce que dans l'atelier que nous avons organisé cet après-midi, c'était votre sujet d'union entre les deux thèmes. L'idée de comparer la maternité de substitution, qu'on appelle aussi GPA, gestation pour autrui, avec la prostitution, nous est venue assez vite. Et le déclic pour un peu approfondir, parce que pour nous féministes, militantes féministes, il est évident que la maternité de substitution, aussi bien que la prostitution dans le système prostitutionnel, c'est de la marchandisation, de l'instrumentalisation du corps des femmes. On peut parler d'exploitation sexuelle et reproductive. Ça nous est tombé sous le sens encore plus violemment lorsque, au cours d'un atelier, on parlait de ce genre de sujet. J'en suis venue à parler un peu de la façon dont les femmes, les mères porteuses, parlaient d'elles-mêmes. Quand les agents s'adressent aux clients potentiels, elle leur dit « Mais vous savez, la mère porteuse, c'est un peu comme un four à pain dans lequel on met des petits pains qui vont sortir tout chauds. » Et ils utilisent comme ça tout un tas d'images qui sont des images qui sont déshumanisantes. Et puis, les mères porteuses, elles vont aussi tenter de parler de ce qui va leur arriver au travers de la grossesse, qu'elles vont subir, parce qu'elles n'ont pas choisi cette grossesse. Elles vont dire oui, c'est comme une nounou, on va me confier un enfant, c'est comme une nounou. Et tout d'un coup, il y a une assistante à cet atelier qui dit mais c'est de la dissociation, puisqu'en fait elles essaient d'éliminer cette activité qui leur est imposée pour continuer à être en accord avec elles-mêmes. Et le terme de dissociation nous ramène au phénomène de dissociation auquel les femmes en situation de prostitution ont recours pour supporter cette situation de violence inouïe qu'elles ont à affronter quotidiennement. Par association d'idées, tout le monde pense que mère porteuse, c'est pareil, hein, c'est une grossesse, c'est une grossesse, et ça dure pendant 9 mois, on accouche, et puis voilà, le bébé est là. En fait, non, ça n'est pas ça. La grossesse infligée aux mères porteuses est une grossesse à risque. Alors il y a en fait un risque qu'encourent les mères porteuses qui s'appelle le risque de pré-éclampsie.
Or, on sait dans une grossesse normale que ce phénomène de la prééclampsie, qui est en fait au bout de à peu près la moitié de la grossesse, c'est une montée en tension, de l'hypertension, mais à un point tel qu'il faut immédiatement arrêter la grossesse, pratiquer une césarienne, sinon on perd la mère et le bébé. Ça arrive avec un taux de risque de 4% dans les grossesses normales. Et ça n'est pas très fréquent parce que plus la femme qui est enceinte dans un couple hétérosexuel qui se connaît depuis longue date, plus elle a des relations sexuelles avec son mari, donc dans la durée, plus son corps va être habitué au matériel génétique de son partenaire. A l'inverse, quand il s'agit d'une mère porteuse, eh bien, l'embryon qu'on va transférer dans son utérus lui est totalement étranger. Et ce qui va se passer avec la prééclampsie, c'est l'équivalent d'un mécanisme de rejet. Et c'est pour ça qu'il faut pratiquer immédiatement césarienne, intervention chirurgicale. Et ça, ni le public, ni l'opinion publique, ni les parents d'attention, ni la mère porteuse ne le savent. Parce que les mères porteuses, elles ignorent la plupart du temps complètement ces risques-là. Elles ont déjà eu des enfants, ça s'est bien passé, c'est pour ça qu'on les recrute, mais elles n'imaginent pas le niveau de risque qu'elles vont devoir affronter. Nous autres, dans notre pays, la France, nous nous sentons un peu en sécurité parce que nous avons des lois des lois protectrices des femmes qui justement interdisent la GPA au nom de la non-patrimonialisation du corps humain. Mais aujourd'hui, la question de la maternité-substitution, c'est une question internationale, c'est une question transfrontière. Parce que il n'est absolument inimaginable, insupportable, injuste de penser que pour les femmes de notre pays, parce que nous sommes un système sécurisé, où les droits sociaux, les droits des femmes sont développés, on va interdire la maternité-substitution, mais ça ne va pas nous gêner d'aller recourir à des femmes ukrainiennes, à des femmes indiennes. Maintenant, on va des femmes tchadiennes, puisqu'avec la maternité-substitution, on sait qu'on peut produire des enfants blancs avec des femmes noires. Donc rien ne va nous arrêter. C'est pour ça qu'il est primordial d'agir au niveau international. Alors au niveau de la coalition, on essaie de créer, d'agréger le maximum d'organisations de tous les pays, du Nord, du Sud, un peu partout, pour qu'on puisse ensemble agir, chacune sur nos gouvernements, mais agir sur les instances internationales, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau de la conférence de droit privé de La Haye, qui sont des instances qui sont amenées à poser des règlements, des réglementations sur ces questions-là. Il nous faut absolument agir. C'est la marchandisation du corps et cet enfant aussi devient une marchandise. On commande, est-ce que c'est moral, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est... Voilà, c'est ça qui pose problème dans cette... Je pense que les personnes qui choisissent, qui prennent cette option n'ont pas le choix. C'est quelque chose qui est imposé à elles. Tu veux dire les femmes porteuses? Les femmes porteuses, oui, tout à fait. Et parce que c'est une solution par rapport à leur situation économique. Donc, si souvent on fait appel à l'histoire de... Évidemment, ce sont des libertés individuelles, on ne peut pas condamner des personnes qui font ce choix. Non, c'est aussi qu'est-ce que ça permet au niveau économique, qu'est-ce que ça engendre pour ces femmes-là. Et c'est cette réflexion qu'on doit porter. Ce n'est pas les gens pauvres du Nord qui font cette commande-là aux gens riches du Sud. Hein. Donc, il y a aussi ce rapport de classe sociale qui est très très présent dans la GPA. Et puis, il y a la solution de « je veux un enfant à tout prix », c'est-à-dire quel que soit le prix, alors qu'il y a tant d'enfants dans le monde qui ne demanderaient que d'avoir un couple qui les accueille à la maison pour leur offrir un peu de bien-être, un peu d'amour, un peu de tendresse, quoi. Hein. Moi, je pense que les gens y pensent, sauf qu'aujourd'hui, les conditions d'adoption, elles sont terribles, quoi. C'est très long, tu n'es pas sûr d'en avoir, tu as quand même toute une enquête, sur ta situation et tes motivations, etc. Qui fait qu'aujourd'hui, les gens, moi je connais des personnes qui ont adopté, elles ont mis 2-3 ans avant de pouvoir adopter un enfant, aller le chercher à l'étranger, souvent, hein, voilà, la plupart du temps.
Donc effectivement, cette alternative, oui, il faut la faire connaître. Par contre, il faudra améliorer les conditions d'accès à cette solution, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué qu'effectivement, les gens, ils se disent comment faire autrement, parce que je vais peut-être jamais, il y en a qui attendent 10 ans, quoi. Ou, voilà.